On a l'immense honneur aujourd'hui de recevoir Jonathan le prof. Jonathan a eu la belle idée, en fait, que nous mettions un petit peu nos communautés en contact, sachant qu'on a des objectifs communs. Donc, c'est un immense honneur de recevoir Jonathan, professeur, écrivain, poète, philosophe, éducateur public, célébrité Facebook et possédant une barbe pouvant rendre jaloux n'importe quel personnage du Seigneur des Anneaux. Jonathan, qui es-tu, que fais-tu, d'où viens-tu et pourquoi? Ben, tout d'abord, salut. Merci beaucoup de la belle présentation, puis surtout de l'invitation. J'aime toujours ça, venir jaser dans des podcasts. Je pense que je parle pas assez dans la vie de tous les jours. Tu sais, un prof, ça fait juste ça parler. Fait qu'on dirait que quand je suis en vacances, ça me manque un peu. Fait que de m'offrir un micro et une tribune, c'était sûr que j'allais que j'allais sauter dessus. Là. Fait que j'apprécie beaucoup. Je pense que tu as peut-être pas mal le tour. Moi, dans le fond, j'enseigne au secondaire depuis 17 ans. Depuis 2018, j'ai créé je veux dire, le personnage de Joe le prof, parce que ceux qui me connaissent comprennent que le Jonathan derrière et le Jonathan devant sont deux personnes quand même assez différentes. Tu sais, Joe le prof, c'est, je veux dire, la version speedée ou la version hyperactive de la vraie personne qui est derrière. Puis depuis que j'ai lancé ce projet-là, là, je vis des choses complètement folles, du genre aller faire un show à Juste pour rire devant 15 000 personnes, puis de me ramasser avec un best-seller au Québec. Moi qui n'avais jamais pensé écrire un livre dans ma vie, donc c'est quand même des choses assez intenses quand on y pense, sans compter toutes les choses un peu plus négatives qui vont autour. Mais je pense qu'on va avoir la chance d'en parler un petit peu plus tard. Hey, c'est vraiment impressionnant. Oui, le best-seller, mon Dieu. Puis là, t'es rendu comme dans d'autres pays carrément, là. Ouais, ça a été lancé en Europe en juin, France, Belgique, Luxembourg. Je t'avouerai que c'est un peu plus tranquille à ce niveau-là, surtout en France. La France, c'est quand même un marché qui est bien, bien, bien difficile à percer. Par contre, en Belgique, et là, je salue tous les Belges qui pourraient nous écouter, si jamais il y en a qui suivent Michel Kecourge ou Oxtruco sur Internet, mais j'ai eu une belle, belle réponse en Belgique, en Suisse aussi, mais la France, c'est beaucoup plus difficile surtout pour un écrivain, on va dire, étranger, de percer. Mais de ce que je comprends et de ce que je reçois comme message, la Belgique et le Québec ont beaucoup de points en commun et les gens là-bas se reconnaissent beaucoup plus dans ce que je fais. Ils sont beaucoup plus, je vais dire, progressistes aussi dans leur façon de voir les choses. Donc, je me rends compte que j'ai peut-être pas visé le bon marché. Moi, je pensais aller attaquer la France finalement. C'est la Belgique qui a répondu présent le plus solidement. Hey, c'est vraiment le fun. Puis j'ai lu ton livre, on en parlera tantôt. J'ai adoré ton livre. Je trouve ça tellement important qu'il se promène. J'ai eu récemment des expériences avec des auteurs français. Non, je sais pas si tu as suivi, j'ai été sur une Ouais, page. j'ai vu ça vite vite. T'as été courageux de lancer ça sans Hey! ISBN, mais espèce de Hey, petit je m'attendais pas. criminel. Ça a fait mal d'aller là, j'y retournerai pas souvent. Je me suis rendu compte que ça servait pas à grand-chose. Moi aussi, j'ai essayé, puis de la minute que c'est pas français ou que c'est pas un auteur connu, on dirait que les gens sont pas très, très intéressés à laisser une chance parce que justement, ils en ont tellement d'auteurs pertinents et connus qui y a pas grand place justement pour ce qui est hors territoire français. Ah, c'est dommage parce que c'est si beau la diversité. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ton projet est très cool, puis je trouve ça c'est intéressant. Je connais pas immensément ta vie personnelle, mais oui, je me doute qu'effectivement, la personnalité publique et en tant que prof, c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences. C'est intéressant que tu le nommes. Ouais, ben c'est vraiment un personnage. Tu sais, Joe le prof, tu sais, oui, c'est sûr que c'est moi, mais tu sais, je suis beaucoup plus low profile dans la vie de tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui cherche l'attention en public. Au contraire, je suis un peu plus, je veux dire, introverti. J'aime être tranquille chez nous. Tu sais, quand il y a des grosses foules, c'est pas moi qui va aller se donner en spectacle. Au contraire, tu sais, j'essaie de rester le plus souvent possible à faire mes petites affaires. Mais là, depuis que Joe le prof existe, il y a des fois où je dois, je vais dire entre parenthèses, être Joe le prof, puis je Mhm. deviens une personne différente. Tu sais, je deviens justement un peu plus spectacle showman, un peu comme on fait en classe, justement. Fait que c'est un espèce de dédoublement de personnalité à la Dr. Jekyll, Mr. Hyde de Dr. Jekyll. Tu sais. Fait que ça ressemble un peu à ça aussi dans ma vie de tous les jours. Ah, c'est très cool. Fait que ma communauté, je vous présente Joe le prof. Une partie de ma communauté te connaît, une autre partie, j'espère, va te découvrir, là. Et vice-versa, j'espère aussi que ma communauté qui ne te connaît pas vont apprendre à découvrir un sympathique personnage. Je me présente brièvement. Mon personnage s'appelle Michel Quecourge, mon nom de plume. Je demeure anonyme pour des raisons que je vais mentionner dans 30 secondes.
Je fais de l'intervention sociale. Je garde le nom de ma profession caché pour des raisons d'anonymat, mais at large, je fais de l'intervention sociale. En sortant de l'université, j'ai travaillé 2 ans dans le réseau de la santé et malgré que j'ai adoré le travail que j'y ai fait, les conditions étaient extrêmement traumatiques. J'ai fait un arrêt de travail en dedans de 4 mois alors que je n'avais jamais connu d'anxiété vraiment dans ma vie. Tout ça m'a amené à une transformation un peu. Quand j'ai quitté le réseau public, j'ai démarré une page qui s'appelle Organisation structurelle de l'eau praticien X réflexe X. Je pense que je t'avais jamais dit à haute voix. J'ai parti une page qui se voulait une page d'humour, en fait, pour un peu processer ce que j'avais vécu et transformer en humour les horreurs que j'y ai vues, puis le nom de la page, pourquoi c'est aussi fucké que ça. En fait, ça se voulait un clin d'œil au texte de sociologie extraordinairement compliqué qu'on lisait, qui me donnait l'impression que les concepts étaient extrêmement simples, mais il fallait que ce soit dit de la façon la moins facile à comprendre. Et le nom de la page est un peu un hommage au texte de sociaux de Pierre Bourdieu, par exemple. Ah, Pierre, j'ai fait mon mémoire de maîtrise basé sur ses travaux, OK. puis aïe, 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 aïe. Mon directeur de maîtrise m'a fortement suggéré de me baser sur Pierre Bourdieu. J'ai adoré mes lectures, mais maudit que c'est compliqué par moments, là, ça n'a aucun sens. Mais quand tu es capable de passer outre ce langage, je vais dire, de niveau plus qu'universitaire, la pertinence du propos de Pierre Bourdieu, c'est encore, à mon avis, un des plus pertinents, sinon le plus pertinent que j'ai lu dans ma vie. Ben oui, 100%, c'est juste c'est ça, on saigne du nez pendant un bout. On Ouais, essaye ben de c'est, il y a comprendre. vraiment, il y a un traumatisme à passer, tu sais. Tu vas lire un livre sans le comprendre. Il faudra que tu le relises une deuxième fois, là, ça va être moins pire. Et là, la troisième fois, tu comprends peut-être à 80%, tu sais. Fait que j'ai dû relire plusieurs fois les mêmes livres de Pierre Bourdieu pour me l'approprier, pour faire un mémoire de maîtrise qui finalement m'aura rien apporté dans la vie parce qu'à part que d'aller chercher une maîtrise, j'ai rien fait de plus avec. Donc, j'ai tout fait ça pour me faire violence, probablement. Oh non! Au fur et à mesure de la page, quand je l'ai créée, je pense qu'en dedans d'un mois, j'avais quelque chose comme 1000 personnes qui s'étaient abonnées. Puis la page, en dedans de 4 ans, a récolté 72 000 personnes. Et la page, alors qu'elle voulait me faire rire moi-même au début, c'est devenu une espèce de vecteur de rassemblement, de solidarisation, de mobilisation, de justice sociale au point où j'ai réussi à faire médiatiser des horreurs qui étaient cachées du réseau de la santé, genre des manipulations de listes d'attente en santé mentale. J'ai collaboré avec des syndicats, avec le politique un peu aussi. Fait que c'est devenu un projet assez gros. Puis Mhm. éventuellement, c'est devenu épuisant parce que lancer l'alerte, c'est dangereux pour la santé mentale et physique. C'est épuisant de recevoir de la haine. Je vois que tu en reçois tout plein aussi. Puis on pourra en discuter aussi. C'est vraiment pas évident. Puis les réseaux sociaux, comme Catherine Dorion disait dans le préface, là, il y a eu un enshittification des réseaux sociaux, une emmerdification où est-ce que c'est rendu extrêmement violent. Puis là, ma vie était comme, je publiais tous les jours, je recevais de la haine, je stressais, puis je recevais tous les traumas de tout le monde au Québec. Fait que j'ai décidé de fermer la page il y a 2 ans, puis d'écrire un livre. Encore une fois, pour me faire rire moi-même. Puis je me suis dit, je vais écrire un livre pour quand je vais être sénile dans une dizaine d'années, puis je vais me rappeler de ce que je fais. Puis finalement, le projet s'est quand même bien lancé aussi, là. Puis ça ressemble un peu à ça. Fait que je suis un peu une espèce de clown à saveur sociale qui vise à faire de l'éducation populaire, mais à rappeler aux gens l'importance de leur santé mentale, de leur santé physique, puis à quel point c'est valide qu'est-ce que tu ressens, c'est important ce que tu ressens et que les problèmes ne sont pas individuels. C'est un peu ça le cœur de mon projet et de Michel Kecourge, là. C'est un projet qui était nécessaire, surtout au moment où c'est sorti, là, avec la pandémie puis tout ce qui arrivait, il y avait un besoin de démocratiser justement la santé mentale et surtout le manque d'accès aux soins de santé mentale. Fait que je pense que ça a été au bon moment, au bon endroit, avec un bon timing. C'est peut-être pour ça aussi que ça a été aussi, je veux dire, enflammé dans tes commentaires parce que les gens en avaient besoin, je pense. Ouais, puis c'est vraiment un pur hasard, hein. Moi, je dis le coup le plus chanceux de ma vie, c'est que j'ai démissionné quelques mois avant qu'on sache qu'il y ait une COVID. C'est vraiment par pure chance que Oh, ce wow! timing-là. Ouais, puis effectivement, les gens en avaient besoin. Puis je pense qu'il n'existait pas d'initiative comme ça qui rassemblait autant toutes les professions du social, toutes les professions de l'éducation, la population au complet, les syndicats, le réseau patronal étaient les bienvenus aussi. C'était vraiment un nous collectif que j'avais envie de créer et c'est encore un beau nous collectif. C'est dur, par exemple, de créer un nous collectif parce que dès que tu fais un nous collectif, il y en a qui cherchent à s'en exclure. Puis même si tu essaies de les convaincre, ça ne servira à rien. Donc, c'est de trouver un nous collectif pour ceux qui sont intéressés à être collectifs dans le nous
que tu cherches à créer, puis c'est pas toujours facile, ça. Je peux t'en, t'en dire pas mal là-dessus. Non, clairement, clairement. Puis je pense que dans ce nous-là, même s'il y a des désaccords d'idées, parce que clairement, je suis pas en accord avec tout le monde, je vais Mhm. quand même souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être à 100% des êtres humains sur la Terre. Puis mon projet vise à ce que tout le monde puisse vivre dans cette dignité-là. Fait que même les personnes qui sont en désaccord avec moi, je vais pas chercher à ce qu'ils soient heurtés, stigmatisés, blessés, tu sais. C'est dur, par exemple, de te retenir comme ça, puis de pas embarquer justement dans la confrontation. Moi, je me suis donné comme mission depuis le jour 1 de jamais leur répondre, de jamais interagir avec eux, de les laisser parler tout seuls. S'ils veulent me détester, ben allez-y, il n'y a pas de problème. Moi, je vais pas alimenter ça. J'ai autre chose à faire de mon temps. Mais des fois, c'est dur quand on voit les choses qui sont écrites, qui sont dites sur toi. Tu as toujours le goût de vouloir te défendre. Tu penses à ton intégrité, tu penses à ta fierté surtout. Mais le jeu en vaut pas la chandelle, donc c'est ça que je pense qui est le plus dur, de les laisser parler contre toi sans te défendre ou sans sauter dans la bataille, on pourrait dire. Je pense que c'est ce que j'ai le plus à travailler en date d'aujourd'hui. C'est dur, ça, hein? Moi, je ne claime pas du tout la perfection. Je vais m'obstiner des fois, je vais être imparfait aussi. Mais fondamentalement, je vais quand même souhaiter que ces gens-là vivent dans la dignité. Mais après avoir géré une page, une journée de temps ou après une journée de travail, ça doit être difficile pour toi aussi. Quand notre propre santé mentale est affectée, c'est extrêmement difficile à garder la distance nécessaire. Vraiment, puis surtout que moi, je suis quelqu'un qui est médiqué pour l'anxiété depuis longtemps, je m'en cache pas, là. C'est une des choses, je pense, qui a été les plus salvatrices dans ma vie, là, quand on a découvert justement qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites pour tout ce que je gardais à l'intérieur, d'avoir consulté, je consulte encore régulièrement d'ailleurs, mais d'avoir trouvé justement qu'il y avait un moyen, je vais dire, pharmacologique de me faire aller mieux. C'est fou la révélation que ça a eu et surtout l'effet que ça a donné à ma vie en général. Donc, aujourd'hui, ça me permet justement de peut-être moins tout capter ça, de tout absorber ça comme une éponge, mais comme c'est jamais parfait, il en reste toujours quand même. Et comme quand il y a des événements comme cette semaine où l'on se ligue à plusieurs, pour pas dire centaines de personnes pour me discréditer, c'est sûr que malgré le fait que j'en ai vu d'autres, je trouve ça quand même toujours difficile, malgré le fait là, que l'expérience me dit que ça va finir par passer en 48 heures. Malheureusement, c'est ça. C'est jamais à 100% guéri, on pourrait dire, cette espèce de sentiment de vouloir bien paraître et de vouloir pas se faire aimer par tout le monde, mais tu sais, de montrer qu'on cherche pas la malice, mais les gens voient de la malice partout. Donc, c'est de se rendre compte qu'on ne pourra jamais faire l'unanimité. Je pense que c'est un des trucs qui est les plus durs à faire, de pas faire l'unanimité. Donc, il va falloir que je travaille encore un peu là-dessus. C'est beau comment tu l'exprimes, puis tu sais, on a beau savoir, comme tu dis, que ça peut passer en 48 heures, ça reste des formes de violence que l'on reçoit, qu'on n'a pas l'habitude de recevoir et que c'est pas sain non plus de recevoir ça, hein. J'ai pas trouvé de formule magique non plus. Euh, je sais pas s'il a une formule magique, j'ai juste envie de dire c'est tellement légitime. Qu'est-ce que tu ressens au travers de ça? Je vis la même chose aussi, puis je peux pas m'imaginer, il y a des gens qui reçoivent aussi tellement de violence. Je pense à Élissane, Marie-Ève Coton, tu sais, ou des plaintes, des menaces, et c'est pas un beau moment d'interaction de l'humanité en ce moment. C'est pas bon d'être pour le bien commun actuellement. Non, puis je sais pas s'il y a eu des époques où est-ce que ça a été si populaire que ça non plus. Puis le bien commun est une notion extraordinairement subjective aussi. Je pense que tout le monde, je sais pas si t'as écouté la télésérie Fallout basée sur le jeu. J'ai écouté la première saison, j'ai commencé la deuxième, puis j'ai pas fini. On dirait que j'ai pas réaccroché sur la deuxième saison, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dans le premier qui dit c'est tout le monde veut sauver le monde. Ils s'entendent juste pas sur comment le faire. Puis c'est pour ça que t'as plein de Mhm. factions qui essaient de s'entretuer, ce qui est tout à fait le reflet de ce qu'on a Ben aujourd'hui, tu oui, sais. exactement. C'est le Fallout avant même la série, c'était un de mes jeux préférés. Donc, il y avait une conscience sociologique derrière tout ça qui était assez incroyable, à même, tu sais, avant même qu'on en parle mainstream comme ça. Tellement. Fait que j'ai une liste de questions et de points, puis je nous inviterai à échanger sur ces points-là. Je commencerai un peu par qu'on puisse parler un petit peu de nos livres, puis ensuite on a des questions extraordinaires de la communauté, là. Fait que pour toi, ça a été quoi l'étape la plus agréable de ton livre, du projet? Honnêtement, ça a été de le déposer. Oui. Non, je dirais plus, ça a été d'en faire la promo. C'est quand on m'a donné le OK pour dire, bon, là, tu peux en parler, tu peux
Tu sais, le mousser sur les réseaux, là, j'ai aimé ça parce que ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est l'embargo, c'est le silence, c'est d'être tout Mhm. seul avec toi-même, avec ta tête, avec tes doutes, puis de pas pouvoir en parler parce que comme moi, je suis signé avec une maison d'édition, il y avait des règles assez strictes à suivre, il y avait des protocoles, donc il y avait un carcan que j'étais pas habitué d'avoir. Moi qui est très, très DIY d'habitude, je fais toujours les choses par moi-même, de la façon que je veux, quand je veux. Fait que là, d'avoir une structure externe pas qui m'obligeait, mais qui m'encadrait justement pour faire les choses de la bonne façon. Puis avec du recul, les gens savaient très bien de ce qu'ils parlaient, donc ça a été très, très bénéfique de le faire comme eux, ils me l'avaient dans le fond proposé. Mais quand j'ai eu le OK pour commencer à en parler, la machine s'est emballé. Puis là, j'ai eu du fun justement à voir la réaction des gens, à faire voir que les gens se posaient des questions, la curiosité, c'est l'espèce d'effervescence que ça a créé avant même que personne ait lu une Oui. ligne. Ça a vraiment été le plus beau moment. Mais ça fait pas oublier les 3 années de dur labeur qu'il y a eu derrière et de remise en question que j'ai eu à tous les moments. Là, c'est quand même, je pense que ça a été un des plus gros, je veux dire, efforts, autant physique que mental que j'ai fait parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup d'heures de travail sans savoir le résultat. Tu sais, ça aurait pu être un flop Mhm. total et j'aurais fait tout ça pour rien. J'aurais été probablement aussi fier du résultat, mais c'est sûr que de voir qu'avec le succès qui est au rendez-vous, ça a été, ça a été un beau plus, puis de voir aussi à quel point les gens semblent l'apprécier, que les gens semblent avoir trouvé que c'était exactement comment moi je le voyais. Je le voyais comme un outil de vulgarisation, de simplification, pour que les gens puissent partir du niveau où ils sont dans leur connaissance générale et être capable d'aller chercher justement une bonne base dans tous les enjeux. Moi, quand c'est des gens qui me disent, moi, je lis pas d'habitude, mais quand j'ai lu ton livre, j'ai vraiment apprécié, ben, je me dis, crème, juste ça, c'est assez pour me dire que j'ai fait tous ces, tous ces efforts-là pour quelque chose. Puis tout le reste par la suite, c'est du gros bonus. Donc moi, je m'assis, je regarde ça aller, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, c'est, je veux dire, à l'univers de continuer le travail, puis advienne que pourra. T'as vraiment réussi ta mission. Je suis une de ces personnes qui a de la difficulté à lire des livres. J'ai adoré le livre. J'ai appris beaucoup. C'est pas des connaissances poussées que j'ai. La géopolitique, c'est pas tant dans mes cordes. Puis je ressors de ça avec une compréhension beaucoup plus précise du monde dans lequel je vis. Et c'était agréable. C'était pas aride, même si c'est un sujet qui est tout sauf dans la douceur et la délicatesse, mais t'as rendu ça extrêmement digeste. C'était vraiment ça mon objectif. C'est avec un titre comme Tout va bien, il fallait comprendre à la base que c'était du sarcasme à la puissance 1000. Puis que dans le fond, mon objectif, c'était de trouver un équilibre entre le contenu et la légèreté, de pas tomber dans la caricature trop longtemps dans le livre et de pas être un texte soutenu d'université. Donc, tout le long, je devais essayer de trouver cette fine ligne entre les deux, de pas, dans le fond, dénaturer mon propos pour que les gens me disent que je dis n'importe quoi et de pas aller trop pousser pour que les gens me disent qu'on ne comprend pas. Fait que ça a été un peu ça mon principal défi, mais en même temps, moi, avec Joe le prof, c'est ce que j'essaie de faire depuis le début. Donc, c'était un peu dans la continuité de ce que je fais déjà. C'est aussi en continuité avec ce que je fais en classe. Quand tu es en classe, moi, j'enseigne en secondaire 5, donc c'est des jeunes de 16, 17 ans, des presque adultes, comme je les appelle, qui ont le droit de vote bientôt, qui ont le droit Mhm. de conduire. Donc, je m'adresse à eux, mais si je m'adresse à eux, je sais que tout le monde autour est capable de comprendre. Les un petit peu plus jeunes, 14, 15, vont le comprendre aussi les parents, les grands-parents, puis les arrière-grands-parents aussi. Donc, moi, j'écrivais pour que mes élèves puissent le comprendre en me disant, ben, si un ado de 16 ans peut comprendre, en théorie, tout le monde peut comprendre par la suite. Donc, ça m'a aidé beaucoup dans la façon d'écrire, dans les référents que j'ai essayé de mettre aussi. C'est de trouver des référents qui allaient cadrer avec toutes les époques, parce que moi, je suis un millennial pur et dur, donc c'est pas tout le monde qui connaît les référents des millennials. Fait que ça a été de sortir aussi un peu de sa zone de confort à ce niveau-là. Puis j'ai vraiment apprécié l'expérience, même si ça a été difficile, c'est quelque chose qui est tellement intense au niveau de tout ce qui est dans notre cerveau, d'être capable de mettre de mettre des mots sur ce qui nous passe dans la tête, puis de le faire imprimer. C'est un feeling qui est assez incroyable avec du recul. J'imagine que c'était la même chose pour toi aussi. Tellement. Moi, de mon bord, ce que j'ai trouvé agréable, c'est chaque étape qui a rendu ça un petit peu plus concret.
je partais vraiment de zéro. Hein. J'écrivais à 20 minutes tous les matins dans un document Google Doc. Puis éventuellement, j'ai fait, hey shit, j'ai pas mal un livre. OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, c'est la première fois que j'ai trouvé une personne pour réviser. Puis que là, il y a eu la première révision. Je suis comme, oh shit! La première fois que là, la couverture est prête, oh shit! Puis là, Mhm. je soumissionne des imprimeurs. Puis là, je trouve un imprimeur. Puis c'est vraiment comme une bonne soumission. La première fois que tu ouvres la boîte, puis que tu as vraiment un livre dans tes mains, t'es comme, Qui oh sent le shit! livre, qui sent le livre, hein? Tellement d'avoir plein de boîtes de remerciements. Puis moi, ça a été vraiment fait à mitaine. Fait que ça a été de recevoir j'ai reçu comme 5500 remerciements. Puis j'avais loué un petit entrepôt dans Hochelaga. Fait que là, c'est de prendre toutes les boîtes avec ma gang, puis là, de corder des boîtes de remerciements. Ça, j'ai trouvé ça trippant. Wow. Tu vois qu'on a eu J'ai- un processus complètement différent, mais qu'en même Oui, temps, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup aussi. Tu sais, ce que tu me racontes là, je l'ai tout vécu, mais toi, le côté, en plus de tout faire soi-même, ça rajoute une gratification encore plus intense parce que tu as réussi à faire tout ça, je veux dire, par toi-même, entre parenthèses. Puis, tu sais, ça, il n'y a personne qui va pouvoir te l'enlever jamais. oui, puis j'en ressors avec des connaissances. J'ai dû apprendre à faire plein de choses que j'avais jamais faites, mais là, je m'y connais en entrepôt, je m'y connais en comptabilité, je m'y connais en gestion de. J'ai comme une mini-entreprise de distribution, là. Fait que j'en ressors avec des connaissances, mais vraiment, ce qui est agréable, c'est de le voir naître tranquillement. Hein. On le crée, c'est comme une espèce d'être vivant qui prend de l'expansion. Fait que de le voir naître, grandir, se propager, ça me rend profondément heureux. Puis évidemment, comme toi, voir les réactions des gens, de voir des gens qui me disent, hey, j'ai pleuré, j'ai ri. Puis il y a des gens qui m'ont dit, ça m'a validé ma décision d'avoir démissionné. Il y en a d'autres qui m'ont dit, ça m'a validé ma décision de faire le travail que je fais. Fait que c'est la vie de cette espèce de créature vivante en mouvance. Ça, j'ai énormément de plaisir avec ça, là. Ce qui arrive, c'est que là, présentement, justement, il nous appartient plus, ce livre-là. Il est comme lâché lousse, comme une bête sauvage qu'on peut plus rattraper. Puis là, on n'a plus de contrôle sur ce qui va arriver, sur ce qui va être fait avec, sur ce qui va être dit, comment ça va être dit. Donc, il y a une espèce je dirais pas un délire, mais il y a une perte d'équilibre quelconque. Tu sais, on Mhm. perd un peu justement cette stabilité-là, ce contrôle-là sur quelque chose. Moi, je trouve que c'est quand même, c'est assez impressionnant de se dire, OK, ce livre-là ne m'appartient plus, les gens vont en faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent le mettre dans le bois de poêle, ben ça sera ça. S'ils veulent le mettre dans leur bibliothèque, le donner, leur vendre, peu importe, regarde, ça change rien. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça va être à eux de décider la suite, la vie et la mort de ce livre-là. Jusqu'à maintenant, il est encore bien vivant, puis j'en suis content, mais c'est sûr que toute bonne chose a une fin. Donc, moi, c'est un peu ça aussi que j'anticipe, le moment où ça va fade out, où ça va commencer justement à disparaître, parce que je sens qu'il va y avoir une pression pour que j'en refasse un deuxième, puis je veux que ça soit naturel, je veux que ça Ouais. soit, tu sais, que ça vienne de moi qui a le goût et non, OK, je suis rendu là, il faut que j'en fasse un deuxième. Donc, j'ai hâte de voir où je vais être rendu mentalement à ce moment-là pour voir si je me lance dans un autre processus ou si je fais complètement autre chose. Parce que moi, je suis un gars qui fait beaucoup de projets, Mhm. j'ai souvent des lubies. J'ai fait de la musique pendant longtemps. Là, je fais des livres. Je sais pas, ça va être quoi le prochain trip. Ça va-tu être de la télé? Ça va-tu être de la radio? Donc, je veux pas non plus m'encarcaner dans le fait que je suis un auteur et que ça va être ça le restant de mes jours. Je suis un auteur présentement. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, je vais l'être encore, comme au contraire, peut-être que je vais en écrire 10 autres, puis je sais juste pas encore. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, de juste se dire, on verra. Tu sais, de pas essayer de contrôler ce qui s'en vient, de juste vivre le moment, apprécier, être reconnaissant, puis de voir une fois que les choses vont s'être passées, qu'est-ce qu'on fera pour la suite. C'est beau tout ça. Le prochain C'est presque point. poétique, hein? Oui, tout à fait. Le prochain point, c'est l'étape la plus désagréable du livre. Je vais commencer pour celle-là. Moi, j'ai eu une série de problèmes que je ne savais pas qui pouvaient exister. Et donc, je n'avais pas les solutions des problèmes que je ne savais pas qui pouvaient exister. Fait que ça a été du problem solving de A à Z. Autant de oh shit, qu'est-ce qu'on fait pour tel problème de graphisme qu'il faut trouver une solution? Qu'est-ce qu'on fait avec tel problème? Quand on a lancé la prévente avec la librairie Le Guillion, moi je m'attendais à en vendre 200-300. On en a vendu 2700 en 2 semaines. Fait que là, le Wow! problème, c'était shit, comment qu'on gère l'envoi de 2700 livres alors que
c'est pas typique pour une petite librairie. Fait que c'est de voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on trouve des bénévoles? Moi, j'en ai emballé chez nous avec ma blonde. On en a emballé à peu près 1300. Comment qu'on fait pour faire le service à la clientèle de 2700 personnes? Hé là 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 là. Ça, c'était rough. Là, on arrive vers la fin. La librairie a fait vraiment du gros, gros, gros travail. Mais c'était difficile parce que c'était nouveau pour moi. C'était nouveau pour la librairie. Puis c'est ça, moi, je pensais juste écrire un livre pour me faire rire moi-même. Mais là, il fallait qu'on trouve une façon que les gens ils l'aient dans leurs mains. Des délais, mettons, entre le moment où on paye l'impression puis que l'impression arrive. Charrier les livres de l'entrepôt jusqu'à la librairie. Fait que c'était toute cette logistique-là qu'on n'a pas besoin nécessairement de réfléchir quand on a l'institution derrière. Fait que Mhm. ça a été vraiment drainant. Je te dirais que j'ai pas pu savourer tant que ça les premiers mois parce que j'étais en train de gérer la distribution. Ça, En j'ai mode trouvé ça survie dur. un peu. Oui, ben en fait, c'est que mon cerveau fallait constamment que j'invente des solutions à des problèmes que je n'avais pas prévus. Fait que c'est beaucoup de jus de cerveau. En plus de ma job qui est vraiment pas facile, où est-ce que j'adore ma job, j'aide des personnes qui souffrent de problématiques en santé mentale au quotidien. Fait que la job était pas facile. Je venais juste de finir d'écrire un livre. Je faisais un petit cours en parallèle aussi à l'université juste pour le fun. Puis là, j'étais en train de release un livre qui a pris une expansion que je ne pensais pas que ça allait prendre. Et que ça a été brûlant. Là. En ce moment, je suis en vacances, puis je te dirais que c'est la première vraie semaine de vacances que j'ai depuis 6 mois. Genre. Wow, quand même. Ouais, fait que là, je vise à faire le moins de choses possible. C'est mon but, là, c'est quand le moins, pas bouger. Faire des podcasts. Exact. Toi, ça a été quoi la chose la plus difficile ou désagréable? Je dirais la première lecture d'un premier morceau d'écriture, c'est quand j'ai envoyé quelque chose pour la première fois à mon éditrice. C'était tellement mauvais que j'ai dû recommencer à zéro là, parce que Oh j'ai non! commencé quelque chose de complètement différent. Tu sais, moi, j'avais l'idée de faire le petit guide de survie depuis le début. Tu sais, la maison d'édition était pas sûre. Fait que là, tu sais, j'étais un peu dans le limbo. Fait que j'ai essayé de quoi, puis pour vrai, c'était n'importe quoi. Fait que là, j'ai recommencé à zéro, puis je me suis dit, moi, c'est ce que je voulais écrire, je vais écrire ça. Puis, regarde, que soyez d'accord ou non, moi, c'est ce que je vais écrire. Puis là, une fois que j'étais vraiment, tu sais, sur mon idée, sur mon X, ils m'ont laissé carte blanche, puis ça a vraiment super bien été. Mais tu sais, la première rétroaction de se faire dire que finalement, c'est pas que c'est n'importe quoi, mais que ça le fait pas. J'ai trouvé Ouch! ça quand même assez tough parce que tu sais, j'avais quand même mis pas mal de temps là-dessus. J'ai été capable de reprendre tu sais, certains morceaux, de les greffer dans l'autre version, mais tu sais, je m'en allais complètement ailleurs sur le premier texte plutôt que ce que c'est devenu comme résultat final. Ouais, ça fait mal, hein? Moi, c'est drôle parce que j'ai évité soigneusement d'avoir du feedback, puis c'est un peu à ma couleur parce que j'étais comme, je veux que mon livre soit aussi imparfait que je le suis. Et c'est vraiment comme ça dans mon livre, il y a des transitions qui sont abruptes. Il y a des répétitions. Il y a des changements de registre constants. Et ça, peut-être que ça n'aurait pas plu à certaines maisons d'édition. Mais mon livre, Effectivement. Excuse-moi, qu'est-ce que tu dis? Je dis effectivement. Oh, tu dis, je me serais fait chicaner, puis il y a des notes en bas de page tout plein, l'orthographe que j'utilise est très orstruquien, et je voulais que ce soit vraiment à mon image parce que c'était une extension de moi, fait que j'aurais sûrement bénéficié d'avoir des commentaires. Il y a quelqu'un qui me demandait, t'as-tu eu beaucoup de lecteurs, de lectrices bêta? Puis il a fallu que j'aille googler, c'est quoi ça, des lecteurs bêta? Fait que ça, c'est le monde C'est qui quoi un lit ton lecteur livre. bêta finalement, ouais? C'est quelqu'un qui lit ton livre en amont pour te dire, hey, telle affaire, ça marche pas, telle affaire, ça marche mieux. Fait que j'ai dit, ben non, moi, j'en ai pas eu. J'ai fait lire au monde, mais c'était pas pour nécessairement que je changeais quelque chose. C'était comme, ben, si t'aimes ça, je suis vraiment content. Si t'aimes pas ça, je trouve ça dommage pour toi. Mais c'était pas dans le but de changer des Ouais, choses c'est ça. Il n'y avait nécessairement. pas de critique qui allait être réutilisée pour changer le livre. Non, je voulais vraiment que ce soit 100% à ma couleur et son imperfection fait son unicité aussi, là. Puis que les gens le prennent comme il est et non comme ils voudraient que ce soit. Non, c'est ça, ça semble vraiment avoir fonctionné. Puis je pense que si on avait poli les imperfections, mon livre ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais il est très critiquable, mon Dieu. C'est sûr que si une année j'ai des institutions françaises ou littéraires sérieuses qui font une critique de mon livre, je vais me faire déchirer et je vais l'accueillir à bras ouverts. Parce que ça veut dire que ça va être assez pertinent pour qu'ils prennent le temps de le lire. Aussi, ou puis ben, pauvres eux autres, j'espère qu'il n'y a pas de monde qui vont comme se faire chier mortellement en lisant. Que je me disais, si Richard Martineau un jour lit mon livre, je vais avoir de la compassion pour lui, il va détester ça. Mais va pas lire ça, Richard Martineau, t'aimeras pas ça. Comment est-ce que tu vis toute cette expérience-là en tant qu'auteur?
Je me sens comme un imposteur, comme dans pas mal tout ce que je fais dans la vie. Fait que, tu sais, quand j'ai fait mon premier lancement, mes premières entrevues, tu sais, j'ai fait un salon du livre, je signe des autographes, je suis comme, Mhm. mais pourquoi, là, tu sais, moi, dans ma tête, je suis la même personne, je suis le même gars, tu sais, je comprends pas cet effet-là, je vais dire, je dirais pas vedette parce que je me considère pas comme tel, mais tu sais, espèce de popularité que j'ai gagnée à travers les années, de voir que les gens, me suivent, puis me reconnaissent, puis veulent m'encourager. Au début, j'étais très mal à l'aise avec tout ça. Mhm. Je comprenais pas pourquoi, là, pourquoi vous êtes là. Vous n'avez pas d'autre chose à faire de votre journée. Puis finalement, je comprends que faut que je m'admette que j'ai créé quelque chose qui est devenu plus gros que moi, puis plus gros que ce que je m'étais imaginé, puis que je peux pas dire à ces gens-là qui me supportent depuis si longtemps que c'est pas pertinent, qu'ils soient intéressés puis qu'ils soient là. Au contraire, c'est la plus belle reconnaissance qu'il y a, mais j'ai eu de la misère à accepter justement que ces gens-là me donnent autant d'attention puis autant d'amour aussi. C'est dur de recevoir. Tu sais, autant que c'est dur de recevoir de la haine, mais de recevoir des vagues d'amour comme ça, des fois, tu te demandes, voyons, que j'ai fait pour mériter ça. Donc, ça va dans les deux sens. J'ai trouvé ça quand même spécial. Puis là, je te dirais que ça va beaucoup mieux en ayant sorti un peu aussi de mon coin. J'étais allé me promener dans le coin de Gatineau faire un lancement. Tu sais, il y avait plus de monde à Gatineau à mon lancement qu'en Abitibi natal. Je me suis dit, OK, j'ai jamais Wow. rien fait à Gatineau, puis il y avait une centaine de personnes à la librairie pour mon lancement. OK, clairement, il faut que j'accepte que ça va se passer comme ça. Puis garde, profite-en, puis enjoy the moment. Tu sais. Ah, c'est tellement cool. Moi, c'est drôle, j'arrive pas à définir c'est quoi auteur, autrice, j'arrive pas à m'y identifier parce que j'ai un peu le sentiment d'imposteur, d'imposture peut-être, mais je suis comme, j'ai écrit un livre, oui, est-ce que je me définis comme auteur, autrice, je le sais pas, j'ai de la misère à me définir de toute façon par mes projets, ben, j'en ai 10 000 moi aussi, comme toi j'ai fait de la musique, là je fais du jardinage ces temps-ci, je sais pas la littérature va durer combien de temps, fait que l'expérience, il y a du monde qui dit hey, es-tu fier de ton projet? C'est pas la fierté n'est pas une émotion que j'ai par rapport à mes projets. J'ai de la fierté quand je suis capable de me nourrir comme il faut, de manger un petit peu de légumes, puis genre boire de l'eau. Là, je suis vraiment fier de moi parce que c'est pas facile pour moi, les aptitudes de base. Mais écrire un livre, pour moi, c'était pas de la fierté. J'ai eu de la curiosité et du jeu tout le long. Pour moi, c'est Ben, comme j'ai tant mieux. joué à la littérature. Tu sais. Parce que si ça avait été une corvée, je pense pas que tu aurais eu autant de fun, puis tu aurais eu Non! autant de succès aussi. C'est de l'avoir gardé le plus naturel possible, parce que si t'as pas de plaisir, pourquoi tu te fais violence à faire ça? C'est ce que je me dis aussi. Tellement, puis j'ai eu tellement de fun à l'écrire parce que pour moi aussi, ça a été très thérapeutique. Hein. C'est un regard sur ce que j'ai vécu, mais c'est aussi un peu le concentré de mes apprentissages, autant professionnels qu'en tant qu'orchestru, qu'un message que je veux livrer à la société, qu'une dissertation de la militance en général, puis de comment on peut mobiliser en restant sécuritaire. Fait que c'était un peu une excursion au travers de mon cerveau que j'ai faite en riant tout le long, en déconnant, parce que le sujet est sérieux, mais c'est approché avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour. Fait que l'expérience était vraiment, je me sens comme un enfant qui joue, qui découvre quelque chose. Puis je suis encore là-dedans, là, je suis en consignation dans certaines librairies. Là, il y a des bibliothèques universitaires qui l'achètent. Puis je suis toujours un petit peu émerveillé, puis surprise au travers de ça. Ah, puis c'est clair que c'est de l'inconnu. T'as aucune idée de ce qui Ouais, s'en vient. Tu sais, ça peut-être été invité à Pénélope pour aller parler de ton livre un peut-être. jour. Tu sais, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais quand j'ai été approché pour aller faire une entrevue à Radio-Canada, tu sais, puis il fallait que ça soit en personne, il fallait que ça soit, tu sais, en direct, puis tout. J'ai dit, OK, c'est plus juste une petite entrevue chez nous, sur mon cell, au téléphone ou sur Zoom. Ouais. Non, c'est eux autres, ils veulent que je sois là physiquement. Fait que ça commence c'est un peu plus sérieux, fait qu'on sait jamais qu'est-ce qui va être la prochaine offre ou le prochain appel que tu pourrais recevoir. Donc, il y a des belles surprises qui peuvent arriver, on ne sait jamais quand. C'est surtout quand tu en attends le moins. Ça me passe tout le temps comme ça. Je raconte souvent la même anecdote. Si les gens l'ont déjà entendu, je m'en excuse, mais quand j'ai été faire Juste pour rire, il faisait un spectacle extérieur, ça s'appelait La Pédago. Là, il voulait un prof qui fait des jokes. Puis là, il m'avait vu Nice. sur Facebook, puis il avait vu passer mes choses. Puis, tu sais, c'était à peu près dans le même temps, là, genre un 7 juillet. Et là, je reçois un appel, puis là, je reconnais la voix. C'est la voix de Leonardo DiCaprio traduit en français quand on écoute des films. No! Fait que pour ceux qui le savent, ben, c'est Joël Legendre qui traduit la voix de Leonardo DiCaprio. Fait que, tu sais, ça m'a pris un bout avant de compute
qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis j'étais en train de jouer au PlayStation tranquille en vacances. Puis lui, il me dit, ouais, la semaine prochaine, on fait un show devant 15 000 personnes. Tu veux-tu venir faire des blagues? Ben oui, je vais aller faire des blagues, tu sais, sans avoir rien de préparé, sans avoir jamais fait ça de ma vie. Wow! Puis ça a été une des expériences les plus folles que j'ai jamais faites. J'étais avec Debbie Lynch White sur le stage, donc j'ai rencontré Debbie 2 heures avant le spectacle. On s'est parlé 10 minutes, et après ça, on est allé sur le stage comme si on avait pratiqué pendant 3 mois. Puis ça a été vraiment incroyable comme feeling. Mais tu sais, je m'attendais-tu à ça, tu penses, le matin, quand je me suis appelé par Joël Legendre? C'était complètement fou parce que c'est lui qui était le producteur du spectacle. Donc, tu sais, c'est le genre de choses que Joe le prof va m'amener, que personne va pouvoir me voler, puis que probablement j'aurais jamais pu même espérer si j'avais pas un bon matin décidé pour faire plaisir à mes élèves qui chialaient parce que l'année se terminait et qui voulaient continuer à ce que je leur envoie de l'actualité, ben, de faire ce Joe le prof-là. Il n'y a rien de ce qu'on parle depuis tantôt qui aurait été là. J'aurais probablement pas écrit le livre, j'aurais probablement c'est pas fait le 1/10 de ce que j'ai accompli en 8 ans. Donc, des fois, il y a des choses que tu fais sans savoir où ça s'en vient. C'est souvent les choses qui sont les moins planifiées. J'aime beaucoup dire, quand Mhm. c'est fait sur un coin de table, souvent c'est là où ça va le plus loin, que si j'avais vraiment voulu créer quelque chose, peut-être devenir Joe le prof, ça serait jamais arrivé. Parce que c'était pas de la façon que les choses se créent. Les choses se font parce qu'ils ont à se faire. Puis ça avait été fait 1 an avant, 1 an après. Puis ça serait peut-être rien passé non plus. Donc, j'étais au bon moment, au bon endroit. Puis je suis fier, mais en même temps, je me trouve chanceux. Tu sais, je prends rien Mhm. pour acquis non plus. Puis je sais qu'il y en a qui vont faire la même chose que moi, qui vont boucher probablement 10 fois plus fort. Ils n'auront pas le 1/10 du succès. Puis ça, des fois, je me sens mal parce que je me dis, tu sais, encore comme tantôt, pourquoi moi? Pourquoi pas eux? Puis les gens me disent, ben, tu as aussi une pertinence qui t'appartient. Fait faut que j'accepte que les efforts que j'ai mis et surtout le temps et l'énergie que j'ai mis, ben, que j'ai eu une reconnaissance ou une récompense au bout du fil, ben, que ce soit juste normal. C'est si beau. Puis oui, l'univers a cette fâcheuse tendance de nous rappeler qu'on n'a pas tant de contrôle que ça. Zéro, zéro. Je nous lancerai dans les questions du public, parce qu'encore une fois, tu sais, on va commencer à tour de rôle à répondre, on échange là-dessus. On a des questions tellement belles. Ah oui, Fait que, c'est vraiment cool. Mais comme je t'ai dit, je les ai lus vite, vite, mais j'ai essayé de les oublier pour que ce soit le plus à fret possible. Fait que génial. j'espère que je vais pas trop chercher de réponse. On commence avec Zabeth Boucher. Salut Zabeth. Elle dit, j'aimerais le point de vue de Jonathan et le tien sur la transmission des valeurs. On fait comment, d'après vous, pour garder nos jeunes alignés sur ce qui nous lie, j'assume, entre parents et les jeunes, adultes et jeunes, comme humains, alors qu'ils sont bombardés de contenu radicalisant? Je vais commencer pour celle-là. Ouais. J'ai envie de dire, c'est si beau, si important. La- j'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous lie? C'est pas juste les valeurs, mais quel est le type de relation que nous créons ensemble? Puis comment est-ce qu'on fait pour créer une relation qui perdure avec les jeunes d'aujourd'hui? J'ai envie de dire que les recettes de base sont comment est-ce qu'on peut offrir du respect? Comment est-ce qu'on peut offrir de l'écoute à nos jeunes? Comment est-ce qu'on peut offrir de l'empathie? Puis surtout, de quelle façon on s'intéresse à nos jeunes? Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai grandi dans un monde où il n'y a personne qui était intéressé à moi. Moi, on me disait quoi faire, on me disait quoi aimer, on me disait quoi penser, on me chicanait si je sortais des rangs. Puis, quand on regarde dans toutes les théories sur la radicalisation, sur comment est-ce qu'on peut retrouver des jeunes dans la violence, c'est souvent il y a eu des désaffiliations, il y a eu des rejets, il y a eu des abus, il y a eu de l'intimidation. J'ai envie de dire, les valeurs des jeunes vont changer au fil du temps, puis ce ne sera pas tout le temps les valeurs des adultes et des parents, puis c'est pas mal parce qu'on n'a pas des valeurs qui sont universelles tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver cette espèce de contact qui est riche, qui est beau, qui est précieux, mais comment est-ce qu'on s'intéresse réellement? Comment est-ce qu'on les écoute? Je pense que c'est ça la différence. Je pense qu'on est très pro en société à dire aux jeunes quoi vivre, quoi penser. Puis quand ça va pas avec ce qu'ils veulent, ben ils sacent le camp, puis ils sont tannés. Puis c'est tout à fait légitime. Mais pour maintenir cette posture-là, c'est la posture d'écoute, je trouve, qui nous manque en société. Hey, je suis 100% d'accord avec ton commentaire. Je voulais m'en aller un petit peu par là. Je vais faire un peu de cours sur ce que tu dis. Moi, dans le fond, j'ai l'impression que présentement, on cherche beaucoup à protéger ou à surprotéger nos enfants. Puis je comprends le réflexe, tu sais, je suis père moi-même. Fait que, tu sais, je sais que je suis probablement le premier à le faire, mais d'arrêter de prendre des enfants pour des incompétents, de prendre des enfants comme
des jeunes qui n'ont pas d'expérience, puis que justement l'espèce de rapport de je suis plus vieux, donc j'en sais plus que toi, donc j'ai raison, de Mhm. vraiment se mettre au même niveau que nos jeunes, puis de les considérer tels quels, de les considérer comme des futurs adultes, des citoyens en devenir et de leur montrer qu'on a confiance en eux. J'entends souvent des discours comme quoi les jeunes sont fainéants, les jeunes sont ci, les jeunes sont ça. C'est le contraire. Ils vont tellement nous surpasser qu'éventuellement, ils vont nous faire mordre nos bas. Parce que moi, je le vois tous les jours depuis 17 ans. Tu sais, même si les jeunes ont beaucoup changé, ça pourrait être un autre sujet complètement, les jeunes sont beaucoup plus allumés que les médias nous le racontent. Les jeunes sont beaucoup plus conscientisés aussi, mais malheureusement, par la même occasion, sont beaucoup plus faciles aussi à se radicaliser parce que souvent, la radicalisation vient de la maison, vient des parents, vient de l'entourage. Donc, il y a une espèce de déconnexion qui se fait et ça crée justement des bulles, ça crée des clans. Et c'est ça qui est le plus difficile parce qu'il y en a qui, déjà même avant qu'on ait une interaction avec eux, leur vécu fait qu'ils sont dans une place complètement différente que nous quand on les rencontre. Puis c'est souvent là où on part avec des préjugés négatifs, mais on se rend compte que malheureusement, c'est pas de leur faute à 100%, même que c'est pas de leur faute du tout. C'est surtout de la faute du monde dans lequel on les fait grandir. Donc, de leur donner une chance, surtout, et de comprendre qu'il y a des choses qui vont être faites pour certaines raisons, puis qui vont pas toujours être comme ça, qu'eux aussi vont maturer, et qu'éventuellement, tout le monde va finir par trouver son chemin, qu'il n'y a pas de saut métier, qu'il n'y a pas de mauvaise carrière, tu sais, l'espèce d'anxiété de performance qu'on vit tout le temps, qu'il faudrait toujours être meilleur. J'ai jamais vu autant de jeunes au secondaire être médiqués pour l'anxiété. En 17 ans, là, c'est surtout depuis la pandémie, mais tu sais, des jeunes qui ont des 95% de moyenne générale, mais qui sont stressés parce qu'ils ont peur de couler, parce que justement, il y a tellement une pression sociale de surréussir, parce que les gens sur Internet font telle chose, un tel YouTuber est rendu à tel succès. Ça met tellement de pression sur les jeunes qu'il y en a beaucoup présentement qu'ils vivent dur, qui trouvent ça dur. Mais nous, on continue comme si de rien n'était parce qu'on est trop occupé avec notre propre vie. Donc, d'être à l'écoute, comme tu disais tantôt, mais aussi d'être attentif et de commencer à moins regarder nos écrans, puis plus regarder autour de nous ce qui se passe pour être capable de peut-être piquer des signes un petit peu partout, saisir des signes, peut-être éviter justement avant que ce soit trop tard ou qu'il y ait des événements un peu plus dramatiques qui puissent se passer avec notre entourage. Oui, c'est tellement beau ce que tu dis. Tout à fait. On a, on a Céruline qui nous demande, Jonathan le prof, c'est quoi ton thé préféré? Hey, je vais être plate, mais je ne bois pas de thé. OK. Genre, je vais répondre, je bois du néo-citran quand j'ai le nez bouché. C'est le plus OK. proche d'un thé que je vais boire. Je suis pas un buveur de thé. J'étais pas un buveur de café avant tout récemment. OK. J'ai jamais été un fan de boisson chaude. C'est le contraire d'une boisson pour que ça soit frette, ça soit OK. désaltérant. Fait un thé, j'ai toujours pas accroché là-dessus, malheureusement. Puis là, un café, c'est parce que j'ai pas le choix. À un moment donné, ça me prend de la caféine. J'ai bu des boissons énergisantes pendant un certain temps, puis à un moment donné, tu peux pas survivre en buvant tout le temps, donc il a fallu que je trouve un autre moyen. Je me suis acclimaté au café, mais c'est le maximum que je vais faire pour une boisson chaude, là. Puis elle dit, on connaît les tiens. Moi, je tripe sur le oolong au lait. Le oolong au lait, ce qui est nice, c'est que tu peux faire plusieurs infusions avec les mêmes feuilles, puis ça change un peu la couleur de la saveur. Puis j'aime beaucoup le Earl Grey crème. Fait que tout ce qui est un petit peu crémeux, là, que je mets un petit Ouais, peu de ouais, miel ouais. puis de lait dedans, là, ça me fait vraiment triper. Je buvais énormément de café avant, puis je réalise que j'ai déjà le feu au cul constamment. Fait que tout ce qui est stimulant, faut vraiment que j'aille un certain frein, une boisson énergisante. C'est Ah, tellement une mauvaise idée pour moi. ouais, c'est ça. C'est pas pour tout le monde, on s'entend. On a Gabriel Paquette qui nous demande est-ce que le Québec gère encore ses services publics comme un État-providence selon vous? Jonathan, qu'en penses-tu? Et bon, moi, j'ai l'impression que depuis les années d'austérité qu'on a vécues avec le Parti libéral, on vit comme une PME en manque de revenus qui va couper à tout moment. Euh, Ça serait un sujet de podcast complet juste là-dessus, mais on va y aller simplement. Nos institutions publiques ont besoin de beaucoup, beaucoup d'amour. Puis disons que des investissements qui ont été faits dans les dernières années qui sont critiquables et qui sont surtout contestables, qui auraient pu être beaucoup mieux faits
dans la revalorisation du secteur public et qui aurait probablement amené plus de résultats au niveau de la société, au niveau de la productivité, puis au niveau des revenus nationaux que ce qu'on a vu, tu sais, les Nordvolt de ce monde, Mhm. les Saclic et compagnie. Tu mets cet argent-là pour développer un meilleur système d'éducation, pour trouver des façons justement de moderniser le Québec. Tu aurais eu beaucoup plus de résultats qu'une compagnie qui finit par se sauver avec l'argent puis faire faillite. Tu sais. Moi, j'y avais répondu sur Facebook tout simplement non. Non, mais il y a eu tellement de coupures. Nous, on a étudié ça dans nos cours universitaires, l'État-providence. Puis quand on lisait sur l'État-providence, ça avait l'air de la science-fiction. On y croyait pas que c'était arrivé. Parce que c'était C'est une tellement légende loin. urbaine, là, tu sais. Ben oui, j'étais comme, voyons donc, ça devait être écœurant dans ce temps-là. Non, on n'est vraiment plus là-dedans. Alors que beaucoup de gens de la droite disent que le gouvernement il intervient ben trop, il faut faire des On coupures. est Je suis à comme, gauche, on est à gauche. Ouais, c'est très risible, en effet. Mireille Hébert nous pose une question. Moi, je vais avoir de la misère à cette question-là. Je ne m'y connais pas tant là-dedans. Elle disait, si vous mettiez sur pied votre parti politique, quels seraient vos enjeux principaux et de qui serait composé votre conseil des ministres? Oh boy, je vais donner une Euh, réponse. Je vais te laisser répondre. Il écoute, faut réfléchir à ça. j'y vais on the spot, j'ai jamais réfléchi à ça. Mais j'avais vu une théorie qui disait que si on mettait au pouvoir des gens choisis au hasard dans la société, ça donnerait statistiquement des meilleurs résultats que les gens qui se présentent. J'irais Wow. peut-être un peu là-dedans, parce que t'as moins de chances d'avoir des gens super corrompus qui sont là pour les mauvaises Mhm. raisons. Mais dans les enjeux principaux, ben, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est sûr que une société qui a accès à la dignité et des conditions sécuritaires est une société heureuse. Fait que tout ce qui est... Parce que les services en santé mentale, on peut bien mettre des milliards dans les services en santé mentale. Si tu n'as pas de logement, si tu vis de la violence, si tu vis des agressions Exactement. sexuelles, si tu n'as pas accès à l'éducation, t'as beau avoir 10 thérapies par semaine, ça fonctionnera pas. Fait que ce serait de m'assurer que tout le monde ait des conditions équitables. Fait que ça passe par le logement, ça passe par l'accès en santé, ça passe par donner de la nourriture à tout le monde, ça passe par l'accessibilité à tout ce qui rend une vie heureuse. Fait que c'est sûr que je passerais par là. Donc, c'est sûr qu'il y aurait énormément d'investissements à la lutte aux oppressions systémiques. Il y aurait beaucoup d'investissements dans le logement et il y aurait des investissements massifs pour la jeunesse, pour les enfants, parce que c'est ça qui va faire une différence pour la société de demain. Est-ce que ça veut dire que je laisserai tomber les personnes âgées? Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Là. Le but, c'est pas d'enlever à un pour de donner à d'autres. Mais c'est sûr que j'investirais moins d'argent dans Nordvolt. C'est sûr qu'il y aurait moins de bonus de ministres. C'est sûr qu'il y aurait des réflexions sur comment créer une société qui est davantage unie. Puis là, mon conseil des ministres, hey, je le sais pas, je connais tellement rien là-dedans, mais c'est sûr que j'aurais quelqu'un comme Marie-Ève Coton, probablement à la santé. C'est sûr que j'aurais quelqu'un, je sais pas, je sais vraiment pas. Je sais pas s'il y a des gens que je connais suffisamment bien pour mettre là-dedans, mais ce que je voudrais, c'est, je voudrais pas des personnes uniquement de la bourgeoisie qui n'ont pas d'expérience dans le domaine. Tu sais, je n'aurais jamais mis Christian Dubé en santé, ça n'a pas de sens. Fait que je mettrais quelqu'un du terrain qui a une vision globale et qui a de l'expérience vécue de ça. Je pense que, ah, ça c'est utopique, là. J'aimerais ça les forcer. Je- genre, mettons, tous les ministres sont tous obligés d'utiliser le service public, pas le droit d'aller au privé. Là, j'ai l'impression qu'il y aurait de l'investissement dans les services publics, là, tu sais. Ah ouais, ce serait vraiment une bonne idée. Puis de ne pas avoir des ministres de l'Éducation qui envoient leurs enfants au privé aussi, ce Ben, serait pas pas le droit! cool. Non! C'est comme si tu scrapes le système d'éducation, tout le monde paye. Mhm. Et boy, c'est quand même une grosse question. Moi, je sais que, tu sais, je m'en cacherai pas, il y a eu plusieurs partis puis de plusieurs catégories différentes qui m'ont approché dans les dernières années Ah ouais! pour faire de la politique. J'ai refusé systématiquement, pas parce que ça m'intéresse pas, mais d'un, le timing n'y était pas, mais surtout, je suis trop, je veux dire, un électron libre pour me faire donner une ligne de parti à suivre puis de me faire dicter quoi faire ou quoi dire. Fait qu'il n'y a pas un parti qui serait capable de me gérer. Et si je faisais mon propre parti, je pense que c'est le monde qui serait pas capable de m'endurer. Fait qu'au final, je suis pas sûr que je serais la bonne personne pour faire tout ça. Fait que je préfère être celui qui commande que celui qui prend les décisions. C'est moins gras aussi, c'est sûr. C'est peut-être plus paresseux. Mais en même temps, je me dis qu'il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Puis je pense pas être celui qui est le mieux placé pour faire les tough choices et les décisions difficiles
je serais probablement pas capable de les faire. Donc, je me dis, je vais pas aller me mettre dans cette situation-là pour éviter le problème. Mais pour faire un peu de pouce sur ce que tu disais tantôt, puis ça va aussi revenir à ce que j'ai écrit dans mon livre, la solution numéro un au problème du Québec, c'est de réinvestir pour diminuer la pauvreté. Parce que s'il y a moins d'écart de richesse et de pauvreté, il y a systématiquement moins de criminalité, moins de toxicomanie, Ouais. moins de violence conjugale, moins de problèmes sociaux. Donc, tu sais, tous les problèmes qu'on entend, l'itinérance, c'est tout ce qui est enjeu de société, ont tous le même dénominateur commun. Les gens mangent pas à leur faim. Les gens n'ont pas de toit sur la tête. Donc, tu règles ce problème-là, t'en règles 10 autres par la suite autour. C'est sûr que ça sera pas parfait. C'est jamais arrivé une société parfaite, mais on est capable de diminuer de 50-60% l'itinérance, la pauvreté, la criminalité, la toxicomanie et compagnie. T'imagines-tu à quel point le Québec serait un paradis sur Terre, tu sais? On a tout ce qu'il faut pour le faire. C'est ça qui est fâchant, Exactement. c'est C'est qu'on ça qui fait est les fâchant. mauvais choix, mais on a tout. On a tout pour que la planète mange, boive et aille à l'école puis aille un toit. Effectivement, c'est ce qui est le plus déprimant. Fait que je pense que je suis déjà désabusé du système avant même de mettre les pieds dedans. Fait que je serais pas un bon candidat pour la politique, je pense. On a Elisane qui nous demande quel aspect trouvez-vous le plus difficile dans tout le travail de sensibilisation que vous faites? Aïe, aïe, aïe. C'est les gens qui te détestent pour qui tu es et non pour ce que tu dis. Moi, c'est vraiment ce que je trouve le plus lourd parce que dans 95% des cas, quand je reçois des menaces, des insultes, des commentaires désobligeants, c'est jamais sur mon propos, c'est jamais pour me contester, c'est jamais pour me me faire la réplique, c'est pour m'attaquer personnellement Mhm. sur qui je suis, sur ce que je projette, sur ce que je représente, sans jamais m'avoir vu, sans jamais m'avoir parlé sur une, deux, trois publications, être capable de se dire, moi, je suis convaincu que cette personne-là est tel critère, c'est contre moi, t'es mon ennemi, bang, 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 je vais aller t'attaquer. Donc, moi, c'est vraiment ça que je trouve le plus difficile parce Ouais. que même si tu essaies de les raisonner, ça ne marchera pas. Ils veulent pas être raisonnés. Ils veulent se défouler, puis ça donne qu'aujourd'hui, c'est sur toi que ça tombe. Puis ça, j'ai ben de la misère avec ce concept-là d'aller attaquer ceux qui pensent pas comme toi, mais pas pour les faire changer d'idée, juste pour les intimider slash faire taire pour que ce soit juste ton discours qui soit entendu. Et c'est pas mal comme ça que les régimes totalitaires commencent dans le monde. Donc, Ouais. quand je vois ça ici au Québec, ça me fait capoter un petit peu, là. Avec raison. Non, tellement. Ça, c'est tough. Moi, c'est weird parce que, tu sais, je fais de l'éducation populaire, mais j'ai lutté beaucoup contre des oppressions systémiques, contre des modes de gestion. Mais je déteste quand même fâcher des gens ou heurter des gens. Ou du moins, il y a des gens que j'ai pas envie de heurter, puis que j'ai pas envie de fâcher. Et des fois, je vais avoir certaines prises de position qui vont heurter des gens. Puis des fois, ça peut être que moi, je me suis mal exprimé. Des fois, ça peut être que le point est sensible et tient de valeurs différentes. Des fois, ça peut être une critique contre une personne qui est aimée par une personne qui aime beaucoup la page habituellement. Mais quand mon objectif est comme d'éduquer, de faire réfléchir, mais que je crée des formes de souffrance, même si je sais que l'affront peut être légitime, je sais que le conflit est fertile, même à ça, quand je crée des émotions négatives puis que c'était pas mon but, c'est sûr que je vais me sentir mal. Puis si je vais toujours me remettre en question, j'ai-tu considéré suffisamment de points de vue? Est-ce que mon point de vue est assez baqué? Est-ce que le ton que j'utilise en ce moment est le ton idéal? Fait que j'accepte mon imperfection dans tout ça, mais je vais mettre beaucoup, beaucoup de temps et de rigueur à réfléchir la séquence de mots que je vais utiliser. Puis quand ça backlash ou ça fait pas ce que j'espérais que ça fasse, c'est sûr que ça, je vais trouver ça difficile parce que je vais avoir l'impression que j'ai pas réussi la mission que j'essayais de faire au travers de ça. C'est une belle façon de voir les choses. C'est vrai que de pas froisser les gens, c'est difficile parce que plus on a de monde qui nous suivent, plus il y a de chances qu'on froisse quelqu'un. Tu sais, je fais toujours la blague, je pourrais dire demain matin, hey, le ciel est bleu, mais toi, chez vous, il est gris. Ben non, il est gris chez nous, puis paf, ça va être une raison de chicaner. Donc, tous les sujets sont maintenant des raisons pour se pogner avec le monde. Donc, de se dire qu'on ne pourra jamais faire l'unanimité, puis de rester fidèle à nos valeurs. Si on est bien avec ce qu'on écrit, puis ce qu'on dit, puis ce qu'on publie, si ça froisse des gens rendus là, ça leur appartient. J'ai pas le contrôle là-dessus. Mais c'est quand tu commences à pervertir ton discours pour faire plaisir à des gens, là, je trouve que c'est problématique. Non, clairement.
Écoute, on approche la fin de l'heure. Est-ce que tu as encore du temps ou est-ce qu'on Ben termine oui, dans ben 5? oui. Nice, OK. Ton dinosaure préféré? Je vais dire le Triceratops, hein, parce que Nice. il a un gros front puis il est boqué. Et c'est aussi, si je ne m'abuse, le dinosaure du Power Ranger bleu qui était mon Power Ranger préféré. Je me rappelle tellement pas de mes Power Rangers. Moi, j'ai réalisé que j'étais allé googler parce que ça fait longtemps que je suis pas en contact avec des dinosaures où j'allais mentionner Denise Bombardier qui est mon. Non, c'est une blague. Mais j'allais nommer le Dilophosaure qui est le dinosaure qui a une grosse crête puis qui crache d'en face du monsieur Ah, dans. qui crache du venin. Ouais, puis j'étais allé googler puis c'est pas vrai que ça fait ça un Dilophosaure. C'est vraiment juste pour le film qui fait ça. Fait que j'ai fait shit, mon dinosaure préféré n'existe pas. Euh, Fait que là, j'ai regardé d'autres, puis là, je me rappelle il me semble que le brachiosaure était chill, il a un grand coup, il mange des feuilles, il t'éternue d'en face. Fait que je vais dire le brachiosaure. Le T-Rex, dans un, je trouve que c'est. Je serais pas heureux d'avoir des bras comme ça. Il me semble que ces bras servent absolument à rien. Beaucoup Effectivement. trop agressif. Vélociraptor, c'est un petit vlimeux aussi. Il me parle un peu moins. Le brachiosaure a l'air un peu plus zen. Mais en allant googler sur les dinosaures, là, je vais pogner probablement une nouvelle hyperfixation dans les prochaines semaines. On a une belle question de Nad Holt qui me dit: Ça fait un bon moment que je vois des liens intéressants de vos réflexions, puis je suis enchanté de l'arrivée de votre collaboration. À mon sens, ce qui est le plus frappant, c'est de pouvoir mettre des mots sur des mots collectifs, M-A-U-X, et de Mhm. pouvoir non seulement dédramatiser, évacuer, mais comprendre et apprendre. À un autre niveau, elle dit: Quel est notre pouvoir individuel et collectif pour pouvoir évoluer dans un climat plus bienveillant, respectueux des droits humains et inclusif? Fait que, selon toi. Ben, moi, je commencerais par justement travailler sur son milieu. Tu sais, demain matin, on peut pas changer le président des États-Unis. On peut pas changer le premier ministre en Israël ou le président russe, mais je peux changer ce qui se passe dans mon quartier. Je peux pas changer ce qui se passe dans ma ville, ce qui se passe dans mon entourage. Donc, c'est de revenir au niveau local, au niveau plus humain et que dans le fond, espérer que ce travail-là, qui est plus local, fasse des petits, puis que lui s'étende et soit capable d'avoir un impact plus gros, un peu comme l'effet papillon, c'est une petite action à quelque part peut avoir un impact majeur ailleurs. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, d'essayer de faire que dans la vie de tous les jours, que les gens qui sont proches de moi, les gens avec qui sont chers pour moi, manquent de rien, soient bien encadrés, soient bien, tu sais, soient bien suivis aussi dans leur situation, dans leurs problèmes et autres. Je pense que c'est la base de s'impliquer, puis ensuite de laisser ce petit effet-là d'entraînement peut-être contaminer les autres positivement ensuite. C'est tellement vrai, c'est tellement beau, puis c'est vrai qu'on peut avoir un impact. Ça, c'est un objectif qui est raisonnable, tu sais. Si je veux renverser un gouvernement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si je veux m'assurer que mon milieu de travail soit respectueux de tout le monde, c'est pas Mhm. mal plus atteignable. Exactement. Moi, j'ai envie de nous inviter à d'emblée à une responsabilité individuelle envers nous-mêmes. Moi, j'ai grandi dans un milieu qui était extrêmement raciste, sexiste, classiste, très blanc, très normatif. Fait que j'ai grandi avec des idées qui étaient racistes, sexistes, classistes, transphobes. J'ai eu la chance de vivre des expériences qui m'ont transformé. Quand j'ai travaillé 6 ans sur des bateaux de croisière, j'étais en contact avec tellement de diversité. Ça m'a sorti vraiment un bâton du cul. Quand j'ai étudié en intervention sociale, j'ai appris plein de mots, plein de concepts que je ne connaissais pas. Puis là, j'entends déjà des gens de droite dire: T'as été brainwashé par l'UQAM! J'avais envie de dire: l'UQAM n'était même pas si woke que ça quand j'étais à l'UQAM. Mais ça m'a vraiment éduqué. Et encore aujourd'hui, quand je prends le temps d'écouter des personnes qui ont des réalités différentes des miennes, ça me fait apprendre des choses différentes. Fait qu'à partir de ça, en comprenant mieux moi-même comment être respectueux, respectueuse des droits humains, en apprenant mieux comment devenir une personne plus inclusive, là, j'arrive à le modéliser, j'arrive à le transmettre, j'arrive à changer des environnements, ce qui fait que je donne carrément des formations là-dessus. J'ai donné des formations en milieu de travail sur comment être beaucoup plus inclusif et inclusive, par exemple, avec des personnes neurodivergentes, avec des personnes de la communauté queer, demander les pronoms aux personnes, s'assurer que les stimuli sensoriels pour les personnes neurodivergentes, par exemple, quand tu vas chez le dentiste, là, il n'y a pas de raison que la lumière soit à 15/10 puis qu'il y ait des bruits. Y a-tu moyen de nous donner des lunettes fumées, de nous donner des écouteurs, tu sais? Ça, fait que la façon dont on utilise notre langage, la façon dont on interagit, ça, pour moi, ça part de nous. Puis après ça,
faut avoir envie de le répandre. Puis l'autre affaire qu'on peut faire, ben moi, je suis très fervent, je crois profondément à faire des plaintes. Alors qu'on peut être désabusé du système, toutes les plaintes que j'ai faites se sont rendues et ont créé des changements. J'ai fait des plaintes déontologiques contre des professionnels qui avaient vraiment des pratiques stigmatisantes. J'ai fait des plaintes à des instances dans des milieux de travail, des plaintes à la CNSST contre du harcèlement psychologique et ça leur rétablit des situations. Fait que d'utiliser les mécanismes qui existent, pas dans le but que ça fonctionne à tout prix, parce qu'on n'a jamais le contrôle là-dessus, mais dans le but de découvrir comment utiliser ces mécanismes-là. Et quand on mène une lutte et qu'on vit une victoire et qu'il y a de la violence qui recule, ça donne tellement envie de continuer. Fait que donc, nous-mêmes, de travailler sur nous, puis ensuite, comme toi, je relancerais de travailler sur notre environnement. Wow, c'est vraiment bien dit. On ne France parent perso devant la grande désolation de tout ce qui va mal et ce qui se déglingue. Où puisez-vous et quel argument communiquez-vous la motivation de continuer à ramer à contresens? Je pense que c'est de l'entêtement. Oui, Parce que c'est bon. c'est tellement facile de se décourager puis de juste lâcher prise, mais je pense que c'est ça, d'avoir un entêtement à vouloir que les choses changent, vont garder la motivation au maximum. C'est la journée où tu vas douter de toi aussi, il faut que tu aies confiance en toi-même. C'est pas toujours facile, mais le moment où tu n'as plus confiance en toi, c'est là où ça va commencer à faire un peu plus dur. Donc, ouais, je dirais simplement être convaincant et convaincu. C'est beau, puis ça, gardons-le. On critique les jeunes et les adultes en disant t'as une tête de cochon ou t'es têtu. Puis il y a même quelque chose qui s'appelle le trouble d'opposition contre lequel je suis moi-même en opposition. Ces convictions-là, elles sont belles et elles peuvent tenir de belles valeurs. Fait que oui, l'entêtement. Moi, j'ai envie de dire, tu sais, dans la job que je fais, j'aide des gens extraordinairement souffrants. Puis il y a du monde qui peuvent penser que c'est déprimant. Non, moi, je vois le plus beau de l'humanité chaque jour. Je vois des êtres humains qui vont mieux. C'est l'émotion que j'aime le plus au monde, voir des gens qui vont mieux. Puis j'ai cette espèce de dichotomie-là où est-ce que je te dirais que j'aime pas toujours l'humanité, mais j'aime beaucoup les êtres humains. Puis des fois, ça change de bord complètement. Mais j'ai un amour profond pour notre existence sur Terre, même dans toute notre imperfection. Et je vois du beau partout. Puis parallèlement à ça, comme récemment, j'ai commencé à jardiner, je connais rien là-dedans, là, mais de voir ma première fleur d'émérocale éclore, ça me donne des émotions immenses. Puis c'est guidé par l'amour, moi, pour ça. Fait que je continue à ben, est-ce que c'est ramé à contresens? Je ne le sais pas, mais clairement, je vais avoir envie de continuer dans l'amour, dans le changement social, dans l'amélioration des conditions de vie des personnes, parce que même si ça se peut que tout finisse comme de la marde, puis qu'on meure avant que le soleil explose ou qu'on s'enterre en dessous de la pollution, le temps qu'on est là, c'est tellement précieux chaque seconde que j'ai envie de contribuer à créer des secondes qui sont plus agréables pour le plus grand nombre de gens possible, parce que même si à la fin, peut-être que ça finira pas bien nécessairement, ces secondes-là, toutes petites soient-elles, méritent d'exister, je pense. Vraiment, vraiment, de pas gaspiller son temps, on ne sait jamais quand ça peut se terminer, effectivement. Ouais, c'est la ressource la plus finie que nous avons, c'est les secondes, puis on ne sait pas combien qu'on en a. De l'argent, c'est dur à avoir, mais on peut en avoir un petit peu plus, tu sais. Puis de la nourriture, des fois, on peut en trouver un petit peu plus, mais du temps, quand c'est fini, c'est fini. Pour toujours. On a MJ alors qui a une question un peu similaire. Parle-nous de ce qu'on peut faire ou s'inspirer pour rendre notre société plus inclusive, défaire nos biais et ouvrir les dialogues. C'est drôle, mais j'en connais beaucoup d'auteurs et de créateurs de contenu. J'en connais pas beaucoup qui font ça. J'ai envie de dire, lisez le livre de Jonathan le prof. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Ça aide à comprendre. Fait que, puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à apprendre? Je pense qu'il faut cultiver une curiosité. Exactement, c'est là où je m'en allais. Curiosité de découvrir, curiosité de vouloir changer les choses. Il faut découvrir, je ne sais pas c'est quoi le bon terme. C'est-tu de l'humilité? C'est-tu de la souplesse? De l'empathie. Aimer ça, mais aimer avoir tort, dans le sens que faut aimer être capable de dire hey, je me suis planté, j'avais pas raison. Je vais aller lire là-dessus, excuse-moi, j'avais pas raison. Cette humilité-là nous aide à se transformer. Puis quand on l'a, puis on la modélise, par exemple, moi j'aime beaucoup quand j'aide des adultes là, puis qui me disent ça va mal avec mon jeune, puis tout, je dis est-ce que tu t'excuses des fois? Ah ouais, là, comment tu t'excuses? Je dis ah, je m'excuse là. Je dis, non, ça marche pas ça. Dire hey, je me suis planté, j'ai eu tort, je m'excuse, tu avais raison. J'avais pas raison de dire cette chose-là sans dire d'excuses, de raison, de pourquoi juste hey, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. Commencer par cette humilité-là
L'humilité de savoir qu'on ne sait pas tout. L'humilité de savoir qu'on peut avoir des propos racistes, sexistes et stigmatisants sans trop se taper sur la tête, mais avec le désir de changer. Puis crier haut et fort quand on a tort. Donner envie aux gens de changer, de se construire différemment, d'enseigner à nos jeunes, comme d'enseigner aussi à nos parents puis aux gens autour de nous que c'est correct d'avoir tort. Parce que ce que je vois, le problème de nos billets, là, c'est quand on est convaincu qu'on a raison, qu'on répète les mêmes comportements, que je vois des gens parler sur Internet puis qui ont. Tu sais, je vois des gens transphobes qui ont jamais lu, qui ont jamais lu d'études sur la transidentité, qui ont jamais parlé à une personne trans. Mais arrêtez de penser que vous avez raison si vous n'avez jamais été en contact avec cette réalité-là et allez écouter le plus grand nombre de points de vue possible. Puis pour ça, ça prend de l'humilité, ça prend de la curiosité, je pense. Je rajouterais aussi de ne pas avoir peur de se tromper, puis de ne pas chercher à être parfait, de juste chercher à chaque jour à être une meilleure version de soi-même qu'on était la journée précédente. Tu sais, essayer justement de s'informer, d'être curieux, mais de ne pas avoir peur non plus de se tromper. Tu sais, ça se peut que des fois on fasse des erreurs, puis c'est correct d'accepter les erreurs et de ne pas le vivre chaque fois qu'il y a une erreur comme étant une défaite, puis comme étant une déception. Un échec, c'est un apprentissage, c'est une façon de grandir et d'arrêter de voir justement les échecs comme quelque chose de négatif. C'est formateur et c'est bénéfique. Et quand on fait pas d'échecs quand on est plus jeune, on tombe de haut quand on est plus vieux et qu'on vit des échecs justement. Donc, apprécier et accepter que des fois, ça marchera pas comme on veut et d'apprendre et de grandir de tout ça. Oui, c'est tellement beau. Puis j'invite même les gens des fois à relativiser le mot échec. Moi, je dis souvent en joke, j'utilise le mot échec juste pour deux affaires. Un, le jeu d'échecs. Deux, la réforme Barrette. Mais à part ça, je vois que c'est juste des opportunités d'apprendre où ça n'a pas été exactement comme je pensais. Puis il y a des gens qui vont voir quelque chose comme un échec alors que c'est une transformation, une séparation. On se fait dire que c'est un échec alors qu'une séparation, c'est de réaliser que la situation n'était plus convenable puis qu'on décide de la transformer en quelque chose qui va devenir plus convenable. Mais ça fait beaucoup moins mal quand on voit notre vie sous un spectre beaucoup plus bienveillant, je pense. Ouais, vraiment. Ça amène une renaissance, on va dire. Tellement. Ton jeu de Super Nintendo préféré? Ah, ben ça va être Super Mario World, là, celui avec le petit Yoshi, là. C'est Oui! le classique. Je pense que c'est le jeu que la majorité des millénials vont avoir dévoré. Moi, j'ai encore de très bons souvenirs de tout ça. Ah, c'était extraordinaire. Je me souviens que c'est sorti pas mal avec le Super Nintendo, si je me trompe Mhm. pas. Il me semble que oui. Ouais, je me rappelle d'avoir joué au magasin avant, même qu'il soit disponible pour vendre, puis on pouvait le tester. Puis là, Mario, il pouvait sauter puis tourner dans les airs. J'étais comme, quoi? Il y a quatre boutons sur la manette! C'était une révolution. Ça trahit notre âge. Un petit peu. Moi, j'en ai deux. C'est les deux jeux. J'ai une obsession sur les deux jeux de Terminator 2 au Super Nintendo. Il y en a deux. Il y en a un qui c'est Terminator 2 Arcade, qui existe vraiment dans le module d'arcade avec les fusils, qui est disponible. Oui. D'ailleurs, si tu es à Montréal, il y a Arcade Montréal. Tu payes juste un cover, puis toutes les arcades sont gratuits, puis ils ont l'original de Terminator 2. Wow. C'est tellement le fun. Puis l'autre, il m'obsède parce qu'il est trop difficile, puis je l'ai Ah, jamais avec la passé. moto, celui avec la La moto. moto! Ah, il est tellement tough. Je m'en rappelle, je l'avais aussi. Il est vraiment cool, mais il est pas faisable, là. Il est pas jouable, il est complètement asémantique. Les contrôles, il y a absolument rien d'intuitif. Les guns, un moment donné, t'as le Gatling gun qui est vraiment bon, puis là, tu peux en pogner un autre qui est comme supposé être au-dessus, mais qui est pire, puis t'as pas beaucoup de vie. Je l'ai encore en émulateur, puis j'ai pas réussi à le passer, même avec des save games. Puis apparemment, quand tu le finis, le screen de finale, il est plate, ça marche juste genre fin. T'as même pas comme Tout rien ça pour un d'agréable. rien, c'est ça. Il n'y a pas d'apocalypse sauvé ou peu importe, hein. Rien, mais un jour, je vais passer Terminator 2. Eh boy, j'avais oublié l'existence de ce jeu-là. Wow. On a Jacques Bérère qui a une question tellement profonde. Nos sociétés semblent de plus en plus incapables de débattre à partir de critères communs. Comment reconstruire un désaccord démocratique où l'on peut s'opposer sans transformer l'autre camp en ennemi? Si quelqu'un a la réponse à cette Oui, question-là, levez la ça main. va devenir un héros national parce que c'est l'enjeu numéro un de notre temps et de notre époque. Je vois pas de moyen. Les camps sont tellement à l'opposé. Puis même si on dit je vais écouter ce que l'autre camp dit, ça a tellement pas de bon sens ce que l'autre camp dit que le rapprochement est presque impossible à faire. Donc pour vrai, j'en ai aucune espèce d'idée malheureusement. C'est tellement une belle question, j'aurais envie qu'on se la pose constamment. J'ai des Mhm. fragments de réponses.
L'autre camp n'est pas mon ennemi. La personne n'est pas mon ennemi. Je vais être en désaccord avec tes idées. Je vais lutter contre tes idées. Puis je vais même faire des plaintes si je considère que tu as été dommageable pour des personnes. Mais je ne vais pas te souhaiter de mal, de torture. Je vais te souhaiter des conséquences pour tes actions. Mais je ne vais pas considérer que tu es le mal incarné. Puis j'en aide plein des gens qui ont des points de vue inverses aux miens. Puis ce que je vois, c'est uniquement leur humanité. Ce que je me dis, c'est est-ce que Facebook est toujours la bonne place pour débattre? J'ai envie de dire, ça dépend. J'ai vu récemment des conflits Facebook qui ont mené à des échanges fertiles où est-ce que les gens ont modifié leurs opinions. Ça existe. Mais lorsqu'on voit une forme de désaccord qui vire dans les injures et la violence, on va avoir tendance à avoir envie d'argumenter parce qu'on a donc bien le goût de se faire comprendre. Puis ça manque cruellement à la société. Se faire comprendre est une denrée rare. Se faire entendre aussi. Ouais, fait que ça, je le sais pas vraiment. Puis il a nommé, c'est vrai, tu sais, euh, on a de la misère à avoir des critères communs, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui vont débattre avec, mettons, quelque chose de très articulé avec des documents scientifiques. Documents scientifiques, ça dépend. Il y a des documents scientifiques qui ont été financés par certaines instances. Fait qu'on s'entend que la science n'est pas un bloc homogène, mais il y a des gens que je vais voir qui vont étayer leur posture un peu plus. Puis il y a des gens qui vont clamer des faussetés qui ont été vraiment répétées parce que ça coïncide avec leurs valeurs ou leurs croyances. Ça, on n'arrivera jamais à s'entendre, mais grâce à des gens comme toi à l'école, par exemple, où est-ce que vous enseignez les gens à documenter leurs débats, je pense que ça commence là. Je pense que ça continue au sein des familles. Puis, c'est ça, à part de ça, l'autre camp ennemi, comment qu'on crée un nous collectif? J'ai pas de meilleure réponse que je ne souhaite pas la mort à qui que ce soit, je ne souhaite pas de torture ni d'exclusion sociale à qui que ce soit. Je souhaite des droits égaux pour tout le monde. Si on pouvait adopter une posture comme ça, il y a des désaccords qui n'existeraient pas parce qu'on ne serait pas en train de débattre des droits humains. Fait que c'est sûr que des gens qui s'opposent aux droits humains, tu ne seras pas mon ennemi en tant qu'être humain, mais je vais lutter contre le fait que tu considères qu'il y a des humains de sous-catégorie. Ça, je vais être dans ton chemin toute ta vie, mais sans te souhaiter de mal, tu sais. C'est vraiment bien dit. C'est une belle philosophie qui est dure à tenir, mais qui est très noble. Puis c'est dur de la cultiver, ça, parce que surtout quand on voit des gens faire du mal aux gens proches de nous. Puis j'ai envie de dire, la posture que j'ai, c'est une posture que moi j'adopte, mais les gens sont pas obligés d'adopter la même. Si t'haïs plein de monde, je t'accueille. Je t'accueille à bras ouverts. Si t'haïs puis tu souhaites du mal à du monde, je veux juste te dire que je ne te juge pas. Ma posture ne se veut pas une posture morale que je veux donner à tout le monde. C'est juste, moi, c'est ma façon que j'ai de mieux le vivre. Fait que c'est même très égoïste, ma posture, là, tu sais. Mhm. Ouais, je comprends que c'est ça. C'est quoi nos prochains projets crazy? Puis comment on tue le capitalisme à la merde? Et ouais, Caroline No. Bonjour, Caroline. certainement pas vendant des livres, hein. Ah ben, effectivement, ça nous positionne. Hey, pour vrai, j'en ai pas pour la première fois depuis longtemps, puis ça me fait du bien de ne pas avoir Nice. cette pression-là, d'avoir un prochain projet. Je sais qu'il va en avoir un ultimement, mais là, en ce moment, à l'heure où on se parle aujourd'hui, j'en ai pas, puis ça me fait du bien. Fait que je vais espérer que ça tienne encore au moins pour l'été, puis on verra en septembre. Nice. Moi, en ce moment, effectivement, c'est de bouger le moins possible. Moi, c'est simplement d'apprendre à jardiner certaines plantes. Fait que cet été, j'ai pour la première fois une hémérocale, j'ai une hosta, j'ai des dahlias, puis je fais pousser du thym puis du basilic. C'est ça mon projet crazy en ce moment, je pense. Wow. Puis j'ai écrit un deuxième livre en ce moment, il est commencé, mais je vois pas ça comme un projet crazy parce que je vais faire ça à temps très partiel comme le premier. Ouais, fait que je vois ça comme un petit projet de plaisance, mais sinon, mon projet principal, c'est ralentir le plus possible pour savourer le temps. C'est une belle façon de voir les choses. Profiter du moment. Comment on tue le capitalisme en merde? Et là là. En votant pour les bonnes personnes aux élections. Oui, je trouve ça bon, Ça va être un effectivement. bon début, hein. C'est Des, des, sûr que des- si tu votes pour le PCQ, faut pas que tu t'attendes à ce qu'il y ait bien des réformes qui se fassent, là, hein. Non, mais même le Parti libéral, c'est ancré là-dedans aussi, le néolibéralisme, tu sais. Fait que tuer le capitalisme, je ne sais pas à quel point que c'est un objectif court terme réaliste, mais est-ce qu'on peut rendre le capitalisme moins sauvage? Mais ça, c'est pas des notions que je comprends bien. Fait que je vais peut-être dire des niaiseries, tu sais. Mais comment est-ce qu'on peut encourager l'entreprise locale? Comment est-ce qu'on peut lutter contre des monopoles? Comment est-ce Mhm. qu'on peut boycotter? Comment est-ce que nos achats peuvent devenir une forme de vote? Mais encore là, c'est au sein du capitalisme. Fait que c'est très imparfait, là. Fait que, tu sais, moi, les capitalistes maïs, puis probablement que les gens qui sont encore plus à
gauche dans des postures beaucoup plus socialistes et communistes, mais est-ce aussi, puis ça, j'ai vraiment pas de bonne réponse là-dessus. Là. Je pense que, comme tu dis, le capitalisme, c'est un mal qui a fait quand même développer la société comme on la connaît aujourd'hui, avec tous ses torts et ses travers. Il y a quand même du bon qui peut en être pris pour trouver une façon de le rendre plus humain et de le rendre plus social, surtout. La social-démocratie québécoise qu'on avait dans les années 60-70, c'était un bon début. Mais on a complètement abandonné le projet, malheureusement. On était sur une bonne base avec la nationalisation de différentes ressources, la façon qu'on avait d'investir pour que les services soient accessibles et gratuits. Tu sais, c'était déjà là. On avait une base. Ça serait de retourner à nos racines. Je pense que ça pourrait être un bon début de réflexion. Vraiment. Moi, sérieux, je m'y connais tellement pas là-dessus. Mon réflexe, ça va être de dire, je vais aller lire là-dessus. En fait, là, je m'y connais tellement pas. C'est pas mon credo. Hey, on a plus beaucoup de questions. Il y en a une qui est très belle. C'est album de musique qui a changé ta vie, puis de quelle manière? Oh boy, il y en a tellement. Et là là. Oh là là là. Non, j'ai pas de réponse. Je vais te laisser répondre, puis je vais essayer de penser. Moi, je vais tricher un peu, je vais en plugger deux. Un, l'heptade de Harmonium m'accompagne depuis l'enfance, puis moi, j'ai fait de la musique professionnellement dans ma vie, et l'heptade, je peux dire, a contribué à ma compréhension de la musique, des différents styles, mais les paroles ont changé de signification au fur et à mesure que j'ai grandi. C'est des paroles tellement éloquentes et poétiques qu'on les comprend différemment dépendant de notre expérience de vie. Fait que l'heptade, ça doit être la 16e fois que je le redécouvre. Puis la compréhension musicale de cette gang-là, qui va au-delà du rock prog, mais qui s'en va dans des zones extrêmement jazz parfois aussi. Ça me hante, mais d'une bonne façon, l'heptade. Puis je sais que dans 20 ans, je vais l'écouter d'une autre façon. Puis l'autre album que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est du Japanese City Pop. C'est du pop, jazz, funk des années 70-80 au Japon. Et l'album s'appelle For You de Tatsuro Yamashita. Tatsuro Yamashita, je pense que c'est Yamashita. L'album For You. Ça, j'ai étudié en musique, puis j'ai vécu de la musique, puis j'en jouais 5 heures par jour sur les bateaux, puis ça me aliénait complètement. J'avais arrêté complètement d'écouter de la musique, de découvrir de la musique. C'était rendu mon gang-pain, j'étais rendu désensibilisé. Puis à peu près 1 an ou 2 après que je suis revenu sur la terre ferme pour étudier en intervention, j'ai recommencé à écouter de la musique, puis je suis tombé par hasard sur une toune de cet album-là. J'ai acheté l'album et je suis parti en voyage musical. Ça faisait des décennies que j'avais pas découvert un nouveau style, un nouvel artiste, puis une espèce de fusion musicale qui est d'une perfection instrumentale, vocale, toute. Fait que je recommande fortement. Pour moi, ça a été ma renaissance, ma redécouverte de la musique. C'est c'est très varié, hein? C'est comme deux styles complètement différents aussi. Je réfléchis depuis tantôt, puis il y en a tellement, mais je vais y aller avec un groupe. Je pense que ça va être plus simple qu'un seul album. Moi, mon band fétiche, c'est un groupe français qui s'appelle Gojira, pour ceux qui connaissent la musique métal, qui ont fait une prestation aux Jeux Olympiques. Moi, je les écoute depuis longtemps. J'étais censé aller les voir en juillet 2020. Mais il y a une pandémie qui m'a empêché d'assister à leur spectacle. Oui. Mais moi, Gojira, c'est un groupe que je trouve magnifique, que je trouve vraiment authentique aussi, autant dans son son, qui est un son très métal, mais qui est aussi très harmonique, que dans le propos, que dans les paroles. Il y en a beaucoup qui disent que du métal, c'est que du criage, Mais ce non. avec quoi je vais être en total désaccord, mais d'avoir un message. C'est le premier groupe, je vais dire, écologiste que j'ai jamais entendu de ma vie, des chansons justement qui vont décrier l'écocide qu'on est en train de vivre sur Terre, les changements climatiques et compagnie. Donc, de montrer qu'on peut avoir un propos hautement pertinent dans une musique, on va dire, aussi extrême, c'était, à mon avis, le mix parfait. Et c'est un groupe que presque tous leurs albums sont des albums parfaits. Donc, d'avoir en choisir un, je serais probablement même pas capable. Mais moi, Gojira, là, depuis les 15 dernières années, là, c'est probablement le band que j'ai le plus écouté. Nice! Puis en fait, une belle prestation. C'était-tu aux Oui, Olympiques? exactement, aux Olympiques avec une chanteuse La guillotine! d'opéra et la guillotine, effectivement, c'était de toute beauté.
Écoute, ça ferait le tour. Quel bonheur de te parler. Quel bonheur de te C'est parler, Joe très, le très prof. cool, très, très cool. Ça a passé tellement vite que je viens de me rendre compte qu'on a dépassé notre heure de pas mal. Les gens qui veulent se procurer ton livre l'achètent où? Il est disponible littéralement partout. Il y a même des gens qui me l'ont envoyé du Costco et du Walmart. J'encourage Yes! vraiment pas d'aller l'acheter là, mais il est littéralement disponible partout. Partout aussi en Europe francophone, France, Belgique, Suisse. Moi, je vous conseille une librairie indépendante du site leslibraires.ca. Donc, il y en a probablement dans toutes les villes du Québec. C'est là où je vous recommande fortement d'aller l'acheter. Fabuleux. Si vous voulez vous procurer Remersion, il est disponible présentement au www.remersion.com, Remersion avec un S à la fin. Et la page, la plateforme que j'ai créée est vraiment un hommage à l'Internet des années Ben, 2000. c'est Là. Il y a, tellement beau. puis ça, il y a même une page qui mène à Hamster Dance. Bref, si t'es né à la même époque que moi, tu vas avoir des émotions en allant sur ce site-là. Et il commence à être disponible dans certaines librairies. Présentement, il est à la librairie les Deux Sœurs à Sherbrooke, si je ne me trompe pas. J'allais googler. Je sais pas. Je pense que c'est là. Je m'excuse si je me trompe. Puis ça va être, mon but, ça va être que ce soit disponible en librairie dans toutes les régions administratives. Il y en a 6 à venir, mais c'est pas encore disponible, mais je vais vous tenir au courant. Yeah, c'est une belle plug, ça. Un immense plaisir, puis au plaisir de te reparler, Jonathan. Hey, avec grand plaisir. Merci beaucoup de l'invitation.